système éducatif camerounais qu'a de l'enseignement secondaire une approche critique et sociodidactique, voilà, pour son grade de docteur d'éducation, décerné par l'Université internationale iberoamericana du Mexique. Donc, Laurent, merci d'avoir accepté de partager avec nous tous tes recherches. Et voilà, la parole est à toi et nous attendons avec beaucoup d'enthousiasme tout ce que tu pourras nous apporter, tout ce qu'on pourra partager entre nous aussi. Ok, merci Anna et merci de la présence de tous ceux que je découvre en ligne avec la magie des TIC que j'affectionne beaucoup puisque mes travaux se sont singulièrement... Puisque mes travaux se sont... Oui, ça va, j'ai vu. Oui. Donc, puisque mes travaux se sont penchés singulièrement sur les TICE et je suis informaticien, un professionnel des TIC depuis environ une décennie, mais qui aime assez bien l'éducation et l'enseignement. Donc, j'ai fait une thèse, j'ai fait des travaux. Je me suis inscrit en thèse de doctorat le 15 novembre 2015, doctorat en sciences de l'éducation, mais la spécialité, c'était la technologie éducative. Donc, en fait, les TICE. Donc, mon travail ou bien le domaine de spécialisation était la recherche des moyens. Comment est-ce qu'on enseigne avec les TIC ou enseigner les TIC? C'est ça mon job. En fait, c'est le travail que j'ai entre mes articles et la thèse. C'est ce que j'essaye de faire depuis environ 5 ans, un peu plus de 5 ans, oui. Ces travaux ont duré environ 5 ans. Et finalement, le 29 janvier dernier, j'ai rendu ces travaux avec les contraintes de la COVID-19. Ces travaux ont été rendus par vidéoconférence. C'est devenu la mode. Et par la même occasion, le contenu de mes travaux et de mes articles mettait en exergue la nécessité de tenir avec deux mains les TICE en Afrique singulièrement, puisqu'ils étaient négligés. Mais avec l'arrivée de la COVID, on a vu qu'on s'était mis en marge de quelque chose qui était substantiel pour la prospérité globale de la société. Et l'Afrique était donc en retard. Mes travaux, j'ai commencé à travailler sans m'en rendre compte, mais au crépuscule, entre guillemets, de mes travaux, c'était opportun de travailler sur les TIC. Donc, je ne saurais vous présenter ce travail sans remercier singulièrement, avec beaucoup de dévouement, le professeur Eugénie Eyan, qui a cousu mon manteau de scientifique pendant tout ce temps. Elle a dirigé ses travaux. Elle a, comme une mère, donné le meilleur pour que l'enfant prenne de l'épaisseur, voilà, entre guillemets. Et aujourd'hui, on est là. Je profite déjà de l'occasion pour lui passer mes sincères remerciements. Je vais essayer de partager l'écran pour nous présenter ce travail. Oui. Là. OK. Voilà. Je crois que là. OK. Je vais encore vous remercier de votre disponibilité, chacun à son niveau, que vous avez accordé votre temps pour pouvoir suivre cette capsule et singulièrement ce travail. Donc, c'est avec une grande joie que j'ai l'honneur de vous présenter mon travail intitulé Les TIC dans le système éducatif camerounais, cas de l'enseignement secondaire, approche critique et sociodidactique. Très chers collègues, très chers enseignants, je vais m'adresser directement à nous en disant, j'imagine que certains d'entre nous ont à la maison des enfants ou des petits-fils, en tout cas des élèves qui manipulent avec aisance au point de nous surprendre souvent les outils de TIC tels que les terminaux mobiles, smartphones, tablettes numériques, laptops et j'en passe. D'ailleurs, plusieurs parents se dotent de nos jours des postes téléviseurs, notamment les Smart TV, et ce sont les élèves de leur maison qui les surprennent avec toutes les fonctionnalités et options qu'offrent ces terminaux qui sont de plus en plus sophistiqués. Alors, si ces outils
de TIC qui améliorent la société sur tous les pans, économiques, professionnels, culturels, et intéressent ces apprenants que nous avons dans nos maisons et qu'ils sont si proches, comme nous le décrivions tantôt, leur intégration dans le secteur névralgique de l'enseignement présenterait un intérêt non négligeable. Il s'agit en effet des TICE dont les enjeux sont perceptibles de nos jours. Les technologies de l'information et la communication pour l'enseignement, puisqu'il s'agit d'elles, regroupent un ensemble d'outils conçus et utilisés pour produire, traiter, entreposer, échanger, classer, retrouver et lire des documents numériques à des fins d'enseignement et d'apprentissage. Le monde de l'enseignement-apprentissage connaît une émergence sans précédent des technologies qui ont contribué au développement des pratiques pédagogiques, qu'elles soient chez l'enseignant ou chez l'apprenant. La pandémie de la COVID qui a entraîné des confinements à travers le monde montre combien il est important pour les élèves et les étudiants d'avoir une pleine maîtrise des TICE. D'ailleurs, mon directeur de thèse et moi, au plus fort de cette pandémie en avril 2019, avons modestement proposé un protocole d'enseignement-apprentissage basé sur l'outil WhatsApp que nous avons fait éprouver par des enseignants du secondaire, précisément dans certaines villes de l'arrière-pays du Cameroun, où la fracture numérique est encore considérable. Nous l'avons d'ailleurs publié, cet article. L'enseignement secondaire, regorgeant un nombre d'apprenants important et surtout une tranche de citoyens représentant une sorte de pilier de développement du pays, nous pensons humblement que c'est un bon point d'ancrage des TIC. OK, notre plan de travail, il était classique. Enjeu, on a d'abord enjeux, problématiques, hypothèses, les théories mobilisées, la présentation du terrain de recherche, la méthodologie, les résultats, les limites et les difficultés. Ah, ça, il y en a eu. Ouais. Les recommandations et les perspectives. Donc, notre question de recherche est la suivante. Quel est l'état de lieu des TIC dans le système éducatif camerounais, précisément dans l'enseignement secondaire? Quelles sont les limites de son implémentation et quelles perspectives d'amélioration peut-on envisager? Comme hypothèse, nous pensons qu'une revue ou une refonte du système éducatif améliorerait l'apprentissage et l'apport des TIC dans le système secondaire au Cameroun. Notre sujet, on a mobilisé, pour le traitement de notre sujet, nous avons mobilisé un certain nombre de théories, notamment les théories de l'apprentissage. Là, nous avons, l'on retrouve des auteurs tels que Jean Piaget, qui est l'un des grands théoriciens du constructivisme, Skinner, qui est présenté comme le représentant du behaviorisme, Engstrom, qui soutient l'apprentissage dans une communauté de travail. Ensuite, on a les théories socio-didactiques et socio-éducatives, soutenues par des auteurs tels que Montaigne Maquet et Rengosten. On a aussi la théorie intervention-action. Nous pouvons citer ici Moller, Lewins et Aguirre. Sur le terrain, les apprenants et les enseignants du secondaire étaient au cœur de notre recherche. On les retrouvait dans les établissements scolaires, centres de formation et même au sein des familles. Les principaux endroits que nous avons visités sont les lycées bilingues et techniques, collèges privés, écoles normales supérieures, le club des jeunes aveugles et réhabilités du Cameroun, SIJA, basé à Yaoundé. Car on a constaté au cours de notre recherche que les TIC étaient une opportunité pour l'enseignement-apprentissage des malvoyants. Dans la globalité, les objectifs pour nous étaient d'identifier les organisations et institutions intéressantes pour notre travail, choisir les cadres propices, valoriser les choix des établissements bilingues au vu du caractère bilingue du pays, démontrer l'apport des acteurs actifs et passifs du système éducatif dans le sujet. Au niveau de la méthodologie, il convient déjà de préciser que pour notre travail de recherche, nous avons rassemblé 1409 questionnaires remplis par des élèves enseignants responsables du département informatique dans les lycées et collèges
les futurs enseignants encore en formation à l'école normale et les chefs d'établissement. Il convient d'indiquer que nous avons augmenté la taille de notre échantillon pendant la recherche en observant que le travail risquait d'être fortement biaisé au vu de l'échelle nationale du traitement du sujet. C'est ainsi que nous avons distribué environ 1700 questionnaires. Singulièrement pour les élèves, nous avons distribué 1500 questionnaires et avons récolté 1296, comme illustré dans le tableau. Au niveau de la méthodologie, on a pratiquement 5 phases. La technique de Delphi que nous avons utilisée au tout début de notre travail en 2016. Là, nous avons travaillé avec les acteurs actifs du système éducatif que sont les élèves et les enseignants. Quelque chose qui nous aurait marqué ici, c'est le fait que nous avons utilisé cette technique sans nous rendre compte que nous suivions les canaux scientifiques de la recherche. C'est juste par bon sens qu'en début de notre travail de recherche, nous avons pensé utile de prendre les appréciations des groupes d'élèves et d'enseignants sur le sujet qu'on envisageait de traiter. Il faut dire que cette technique fait partie des techniques de recherche exploratoire, apportant la base à de futures recherches. C'est en effet après avoir bouclé l'apprentissage du cours méthodologie de recherche scientifique inscrit comme premier cours de notre programme de doctorat qu'il a été constaté que nous avons utilisé un outil scientifique. Comme le rappelle le dicton, le bon sens est la chose la mieux partagée. Ensuite, nous avons utilisé l'observation participante entre 2017 et 2018. Cela nous a amené à très souvent nous fondre au milieu des acteurs et assister aux cours d'informatique dans les salles de classe, les salles d'informatique, les centres de ressources multimédia pour suivre et observer l'enseignement-apprentissage des TIC avec les moindres détails. En 2018, nous avons fait une série d'entretiens avec les acteurs du système éducatif, entre autres les apprenants, les enseignants en formation, les chefs de département, les chefs d'établissement. Entre 2018 et 2019, nous avons récolté des histoires de vie des acteurs qui ont bien étayé nos travaux. Ici, on a écouté les élèves, les enseignants, les élèves enseignants, les parents, les universitaires, les administratifs du système éducatif. Pour terminer, en 2019, nous avons procédé aux analyses quantitatives et qualitatives. Cela s'est fait sous la base des questionnaires collectés, enregistrements audio et vidéo, les documents officiels, les rapports divers, les notes et tracts en notre possession. Nous arrivons au résultat. On amorce par le volet quantitatif. Ces figures présentent l'ensemble des localités du pays que nous avons prélevé un échantillon d'apprenants et distribué les questionnaires à ceux-ci. Dans les 16 localités reparties dans 8 régions sur les 10 que compte le Cameroun, figurent en pôle position les 2 grandes villes du pays que sont Yaoundé et Douala. Comme présente la figure, nous avons recruté le plus grand nombre d'élèves dans ces villes. En somme, sur cette diapositive, nous avons le nombre d'élèves ayant remis le questionnaire bien rempli par localité. La somme donne exactement 1296. Lors du dépouillement et des interprétations des données collectées, nous avons perçu que 62% d'apprenants du secondaire, soit 803 des sujets de notre échantillon, utilisent les TIC couramment. 493 de ceux qui ont rempli les questionnaires, soit 38%, n'utilisent pas les TIC dans leur quotidien. Il faut préciser que parmi ceux-ci figurent des apprenants avec qui nous avons eu des entretiens en 2019 qui affirmaient n'avoir jamais manipulé un ordinateur. Au niveau des établissements visités, environ la moitié des établissements secondaires publics que nous avons visités avaient au moins une salle informatique. Par contre, 32% n'en avaient pas. D'ailleurs, dans l'arrière-pays, il y avait des responsables d'établissements qui, lorsqu'on demandait le nombre de salles informatiques dans leur établissement, ils souriaient et rétorquaient, je cite, « Demandez si on a d'abord des salles de classe ». Cependant, l'ensemble des établissements secondaires privés, représentant 18% des établissements que nous avons visités dans le cadre de notre recherche, avaient au moins une salle informatique. Le tout n'étant pas d'avoir des salles informatiques, il importe qu'elles soient équipées d'assez de postes de travail.
Dans ce tableau, nous avons présenté les données de 2 importants établissements dans les 2 plus grandes villes du Cameroun. Au lycée bilingue de Kounou à Yaoundé, nous avions, au cours de l'année scolaire 2018-2019, un total de 87 ordinateurs fonctionnels pour 6116 élèves, soit environ 71 élèves pour un ordinateur. À Douala, au lycée bilingue de Bobongo, pour l'année scolaire 2019-2020, on avait 56 postes fonctionnels pour plus de 4300 apprenants, soit environ 77 élèves pour un ordinateur. Ces quelques exemples illustrent les efforts qui nécessitent encore d'être consentis dans la globalité. Sur le plan qualitatif des résultats, commençons par les acteurs de premier rang, que sont les apprenants. De l'ensemble des indicateurs retenus pour faire nos analyses, se dégagent des appréciations émanant des calculs méthodiques qui donnent une moyenne à chaque fois pour soutenir nos appréciations. Ainsi, nous pouvons dire que les élèves du secondaire, dans leur majorité, présentent un intérêt pour l'enseignement-apprentissage des TIC. Cependant, ils utilisent faiblement l'outil informatique et le numérique, notamment à cause d'un problème d'accès encore limité pour plusieurs d'entre eux. D'ailleurs, ces apprenants désignent un désintérêt des responsables d'établissement pour l'intégration et l'apprentissage des TIC à l'école. Au niveau des enseignants des TIC, il se dégage que la méthodologie d'apprentissage des TIC la plus utilisée relève de la pédagogie acquise pendant la formation d'enseignants et celle recommandée par les officiels. Elle dépend aussi assez bien du sous-système éducatif anglophone ou francophone. Les enseignants évoquent un besoin en matériel d'apprentissage des TIC dans les écoles. Ils proposent de revoir la restriction des téléphones à l'école en procédant à un encadrement de son usage. Pour rappel, les téléphones sont strictement interdits dans l'enseignement secondaire au Cameroun, bien qu'ils soient de nos jours des mini-ordinateurs pouvant participer aux apprentissages. Pour les enseignants de TIC, il existe une forte influence socio-linguistique et didactique sur l'apprentissage des TIC. Pour les élèves enseignants, ils présentent une modeste motivation et conviction pour l'enseignement des TIC. Ils apprécient à sa juste valeur leur formation dans les écoles normales et pensent qu'elle doit être améliorée. D'ailleurs, il ressort de l'analyse de leurs propos que la capacité pratique acquise lors de la formation d'enseignants reste limitée. Dans le cas des chefs de département en informatique TIC, ceux-ci laissent paraître que la capacité en ressources matérielles pour l'implémentation des TIC reste en dessous de la moyenne. Toutefois, le matériel informatique disponible pour les apprentissages des élèves est d'une assez bonne qualité ces dernières années et influence les apprentissages. Des paramètres humains et matériels limitent considérablement l'apprentissage des TIC et l'accès au numérique. Au niveau des acteurs que sont les chefs d'établissement, il se dégage que, malgré les difficultés perceptibles, on observe des avancées dans l'implémentation des TIC et l'importance du soutien des parents d'élèves est reconnue par ceux-ci. Ils estiment qu'il existe des différences socio-linguistiques et didactiques influençant l'implémentation des TIC au secondaire. Les chefs d'établissement sont majoritairement réfractaires à l'idée de l'utilisation des outils personnels de TIC à l'école. Même si on soutient que ce sont des outils, que les terminaux mobiles d'aujourd'hui sont des outils utiles pour les apprentissages, la majorité des chefs d'établissement restent réfractaires. Autre chose de marquant issue de nos travaux, de nos résultats, c'est l'observation de l'influence des zones linguistiques sur l'intégration et l'implémentation des TIC. En prélevant un échantillon de 50 élèves de chacune des zones anglophones et francophones, il se dégage que les apprenants anglophones semblent avoir une meilleure maîtrise du jargon informatique par rapport aux francophones. Ainsi, ils ont une culture informatique plus poussée. On observe aussi que dans notre échantillon, les apprenants francophones présentent une meilleure connaissance de l'outil informatique par rapport aux autres. Pour boucler ces résultats, il importe de préciser que dans notre rédaction de thèse, nous avons clairement, à l'issue de chaque observation et analyse, donné des propositions de solutions concrètes que nous espérons être utiles aux décideurs.
parce que nous pensons que cela est essentiel. Après ces résultats, donc, on attaque les limites et les difficultés auxquelles nous avons été confrontés au cours de ce travail. La première difficulté était les difficultés rencontrées sur le terrain, c'est-à-dire au niveau des établissements et des acteurs. Les accès dans les lycées et collèges étaient tout un parcours combattant et certains établissements n'ont jamais répondu à nos demandes malgré les multiples relances. Les enseignants de TIC, lors des entretiens, étaient majoritairement craintifs de nous donner les informations sur l'état de lieu des TIC dans leur établissement. D'ailleurs, pour une bonne qualité de notre travail, nous avons souvent invité certains enseignants hors de leur établissement et autour d'un pot amical, ils nous donnaient les chiffres et les données importantes. Les chefs d'établissement et administratifs ont été peu disponibles pour nous recevoir. Certains avaient un calendrier très surchargé, mais pour d'autres, c'était vraiment une question de volonté. Mais il importe de préciser que les clichés cités étaient plus présents dans les grandes villes, car dans l'arrière-pays, nous avons obtenu des autorisations de chefs d'établissement au téléphone ou par le biais d'un enseignant. Et une fois sur place, ces derniers nous facilitaient la tâche pour la récolte des données de terrain. Autre difficulté ou limite de notre travail, le temps. Car ayant des contraintes professionnelles, il importait de limiter les disponibilités familiales, sociales et même la quantité de sommeil journalier pour se consacrer à ces travaux de recherche. Les ressources matérielles et financières pour produire ce travail nous ont imposé assez de sacrifices. Par exemple, Yaoundé-Maroua, c'est un peu plus de 1300 km et plus d'une heure de vol. 2 jours si on prend la route. Et nous avons fait une collecte de données à Maroua, à l'extrême nord du pays, et à Salar, qui est une banlieue de Maroua, précisément au lycée technique de Salar. Nous avons imprimé environ 1700 questionnaires et avons pourvu à d'autres besoins dont la liste est non exhaustive pour mener ce travail. Aussi, il nous arrivait d'entamer une méthode de travail et au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que la méthodologie n'est pas la bonne et il faut la réaménager ou la réorienter pour plus d'efficacité. Comme recommandation et perspective, nous pensons que une étude visant à déterminer les moyens pour une intégration réelle de TIC à l'école dans l'arrière-pays est une perspective de recherche à explorer. Une telle étude permettrait de proposer une planification et un aménagement pour fournir les moyens matériels et humains à ces localités. L'insuffisance des infrastructures matérielles et outils technologiques grâce auxquels on acquiert les compétences en TIC semble générale au Cameroun. De nouvelles recherches portant sur des stratégies de mobilisation des ressources pourraient s'avérer utiles pour doter les acteurs et les établissements de ces éléments. Les élèves malvoyants dans leur utilisation des TIC éprouvent des difficultés à parcourir avec les logiciels de synthèse vocale l'ensemble des pages web, une recherche fondamentale visant à mettre sur pied un format de page où le contenu images, couleurs et autres serait pris en compte par les logiciels de synthèse vocale import. Pour ce cas précis, lorsque le malvoyant est en train de parcourir une page web contenant des images ou des couleurs, le logiciel de synthèse vocale ne lit que les écrits. Or, les images contenues dans les pages web participent à la compréhension et même à l'intelligibilité du contenu de la page. Des travaux informatiques pourraient être réalisés pour permettre que les images et les couleurs soient lues par les logiciels de synthèse vocale. Ainsi, un apprenant malvoyant parcourant une page web sur laquelle il y a une photo, je ne sais pas, par exemple, du logo de TIS Africa, de notre forum, ou alors même du drapeau camerounais, il pourra voir logo, il pourra écouter logo de TIC Afrique ou bien vert, rouge, jaune, frappé d'une étoile jaune sur la bande rouge, drapeau du Cameroun. Voilà. Ainsi, le malvoyant aura une meilleure compréhension de son apprentissage.
Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention et surtout merci encore pour tout. Je peux continuer à parler, Anna. Oui, merci Laurent, merci Laurent. Anna, vas-y. J'étais en train de parler pour moi. Merci beaucoup, c'était vraiment, vraiment très, très intéressant. Et puis ça fait un état des lieux qui pourrait quelque part, ça donne les bases pour pouvoir le repliquer autre part aussi. Je veux dire, avec ton travail et tes recherches, tu pourrais repliquer cette manière de faire, cette méthodologie pour donner les bases de tout ce qui est les TIS dans d'autres pays d'Afrique. Ça serait aussi très intéressant, non? Déjà, ton travail, il donne toutes les bases de ces possibles, des possibles travaux dans ce sens-là. Donc, oui, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez intervenir? Laurent, tu penses que ton travail serait possible? On pourrait porter ta méthodologie sur d'autres pays pour pouvoir établir des états des lieux d'utilisation des TIS en Afrique? Exactement, Anna, puisque le Cameroun n'est pas très différent de la Côte d'Ivoire, n'est pas très différent du Gabon. Les réalités que j'ai découvertes dans l'arrière-pays, vous partez dans d'autres pays, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, vous verrez les mêmes réalités. Donc, ce travail, il peut être répliqué. En fait, si les résultats de ce travail, si on veut trouver des solutions au Cameroun, ben, ces solutions seront identiques. Elles vont être identiques dans d'autres pays, surtout en Afrique subsaharienne. Nous, on a couramment les mêmes soucis. Hein. On a couramment, avec ma petite expérience, quelques pays que j'ai promenés, les échanges avec d'autres collègues ou bien des connaissances, ils savaient que quand je parle du Cameroun, je crois que je suis très loin, mais quand le Gabonais veut parler, je crois que nous ne sommes pas trop différents. Surtout dans le cadre de ces travaux, quoi. Je précise dans le cadre de ces travaux. Oui, parce que tu as établi une méthodologie de travail avec les différentes étapes, donc c'est ça aussi qui est très, très intéressant pour pouvoir donner la possibilité à d'autres chercheurs d'avoir déjà une base méthodologique avec les différentes étapes, avec voilà, hein, tes observations, les entretiens, tes questionnaires, tout ça que tu as mis en place, c'est très intéressant pour pouvoir établir d'autres états des lieux autre part. Oui, à la base, oui. Excuse-moi, quelles sont les appréciations et peut-être les critiques qui ont été faites sur ton travail? C'est-à-dire, est-ce qu'on t'a donné des orientations en plus ou alors quelles étaient les limites de ta recherche, par exemple? OK. Lors de l'évaluation de mon travail, je vais parler du professeur Kofi de la Côte d'Ivoire qui était le secrétaire du jury. Elle a dit, OK, d'accord, Laurent, tu as fait ça. Ben, au final, qu'est-ce que toi, tu as fait un constat? Ben, qu'est-ce que toi, tu proposes? Et je crois qu'elle m'a félicité dans la mesure où, en tant qu'informaticien, j'ai dit, le dernier point que j'ai précisé sur les malvoyants, le développement qui pourrait permettre qu'aujourd'hui, le malvoyant qui est en train de parcourir une page web, parce qu'actuellement, les logiciels de synthèse vocale utilisés par les malvoyants, lorsqu'il est en train de parcourir une page web, s'il y a une photo, une couleur, le logiciel ne lit que les écrits et il saute donc ces images. Donc, il faudrait faire un développement informatique qui permet que le logiciel, pendant qu'il est en train de parcourir la page, s'il tombe sur un campus, c'est-à-dire par exemple le campus Cheikh Anta Diop, pour que le malvoyant puisse comprendre qu'il y a un campus qui est dans le contenu de son apprentissage.
ou bien toute autre chose qui pourrait participer à l'intelligibilité du contenu. Donc, elle a été ravie que je lui dise que je suis avec une équipe en train de travailler. À l'issue de mon travail et de ce constat sur le terrain, je suis en train de travailler pour qu'on puisse développer, pour qu'on puisse rendre cela possible, que le malvoyant qui utilise un logiciel de synthèse vocale, quand il parcourt la page web, que les contenus images, couleurs soient lus pour qu'ils comprennent qu'il y a des images ou des photos sur la page qu'il parcourt. Autre, bon, ça, puisque c'est en me tirant les verres du nez qu'elle a obtenu cela, puisque moi, je n'avais jamais pensé. Elle a dit que non, à l'issue d'un travail comme celui-ci, de terrain, puisque c'est avéré, et elle dit, toi-même, à l'issue de cela, tu donnes des propositions aux décideurs, mais qu'est-ce que toi, tu sors des touches particulières? Voilà, c'est après beaucoup de critiques que j'ai compris, que j'ai soulevé cela. Bon, elle a dit, bon, c'était bien. Une autre critique de mon travail, c'est, on m'a demandé si je ne jugeais pas que mon travail était ça, c'est le professeur de l'université de Marois. Pour lui, il demandait pourquoi est-ce que je n'ai pas cité, par exemple, le docteur Béché qui a longuement travaillé ou bien qui a beaucoup de publications sur les TIC au Cameroun. Donc, il a dit, voilà, tu n'as pas cité sa thèse, tu n'as pas cité sa thèse dans ton travail, même si tu as cité ses articles. Voilà, il a dit qu'il importait de penser que sur un même terrain de travail, on doit citer ceux qui ont travaillé avant nous. Oui, que certes, oui, oui, ça sont des petites reproches comme ça que je pense qu'il y a d'autres chercheurs parmi nous. J'ai cité environ 6 articles du docteur Béché, mais je n'ai pas cité sa thèse. Vous voyez, on a accusé que non, tu as cité ses articles, mais il fallait citer sa thèse. Voilà un peu des petites. Voilà ce que je peux dire qui a été relevé comme manquement. Voilà. Peut-être donner la parole aussi à tous ceux à tous ceux qui sont présents là. On a quand même une dizaine de participants. Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent intervenir? Vous pouvez désactiver votre micro et puis poser vos questions ou bien envoyer des messages dans le chat. En attendant d'avoir vos messages, peut-être demander à Laurent quelle est la suite maintenant que vous avez soutenu votre thèse. C'est quoi la suite? Tu m'as entendu, Laurent? Oui, je disais, Ouais, quelle est la suite? Bon, j'ai entamé ce travail de recherche à l'issue d'une publication. J'ai publié l'ouvrage L'école gage du développement de l'Afrique aux éditions L'Harmattan en 2015, oui, en avril 2015. Et voulant rédiger encore sur les TIC en Afrique, j'ai eu cette proposition de bourse dans cette université et j'ai travaillé. J'ai débuté comme tout le monde peut s'imaginer, puisque c'était en interface virtuelle, un campus virtuel. Il faut se rendre disponible, du temps, beaucoup de sacrifices. Des camarades ont lâché en chemin. J'ai persévéré. Je suis docteur. Quelle est la suite? Belle question. Moi-même, je peux vous avouer que je me suis assis. J'ai dit, OK, d'accord, j'ai soutenu. Qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà. Mais pour être plus sérieux, je suis en train d'envisager la perspective d'être enseignant-chercheur en TICE. Voilà, au-delà de ma profession d'informaticien, puisque je suis un professionnel de l'informatique, j'envisage enseigner puisque j'ai enseigné même déjà au niveau master pour des professionnels un master professionnel. Maintenant, peut-être l'université qui m'a délivré le diplôme ou bien la fondation qui m'a encadré, je vais leur écrire, je vais dire, OK, d'accord, est-ce que je peux être enseignant-chercheur pour encadrer d'autres comme moi qui sollicitent peut-être au niveau master ou autre, mais aussi, il faut dire, j'ai eu une grosse difficulté puisque l'espagnol était la première langue de la fondation. Du coup,
pour quelqu'un comme moi, le français, il fallait que... Et les tuteurs avec qui on était obligé, j'étais toujours obligé de traduire les échanges, c'était difficile. Et ils étaient en panne de tuteurs ou bien d'enseignants d'expression française. Donc, peut-être je peux être une opportunité, on ne sait pas. Je vais leur proposer. Et je pense aussi que tu avais beaucoup d'intérêt pour développer des outils, non, pour les voyants. Oh, Donc oui. peut-être l'éducation pour les non-voyants, les développements d'outils informatiques. Il y a tout un travail à faire là-dessus, très, très, très intéressant dans l'éducation. Oui, beaucoup, beaucoup. Il y a encore beaucoup à faire. Est-ce que vous avez des questions que vous voudriez poser à notre collègue? Clarisse, Yanda, oui, il y a Yanda. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Docteur Laurent Tagneux, je voudrais vous poser une question par rapport à une remarque que moi, j'avais proposé d'introduire les TIC dans l'enseignement. Déjà, je ne vais pas dire que j'ai étudié dans un établissement UP, mais nous avons eu des cours d'informatique en salle. Le problème avec ces cours, c'est que l'enseignant, vu les effectifs dans les établissements scolaires, l'enseignant ne peut pas, comment je vais dire, contrôler le contenu de ce que l'enseignant ne peut pas contrôler ce que les élèves sont en train de faire. Alors, en proposant d'introduire ces méthodes, cette nouvelle méthodologie, il ne faudrait pas aussi proposer un moyen de contrôle du contenu auquel les élèves auront accès. Parce que s'il faut, par exemple, introduire les téléphones, leur permettre de venir avec leur téléphone pendant le cours, pendant la dispense du cours, vous ne pourrez pas savoir ce qu'ils sont en train de faire exactement. Ils pourront être en train de s'envoyer des messages sur WhatsApp ou peut-être sur d'autres pages qui ne concernent en rien l'enseignement que vous êtes en train de leur indiquer. Donc, je ne sais pas si vous pouvez répondre à ça ou bien si ce sera... vous pouvez réfléchir en fait. Vous proposez aussi des méthodes. Merci. Ok, Anna, je vais répondre rapidement. Oui, Fabienne Yanda. Oui. Sur le terrain, effectivement, j'ai dit dans mon travail, les chefs d'établissement sont réfractaires à l'idée qu'on utilise les téléphones à l'école. Déjà, l'administration camerounaise, par arrêté du feu ministre Mapes, a proscrit l'utilisation des téléphones portables à l'école. Il y a de cela, je crois, une décennie déjà. Hein? Oui, oui. Bon, mais comme j'ai dit, après, sur le terrain, on constate que pour les responsables d'établissement, ils refusent à cause de la distraction, comme vous êtes en train de pointer. Toutefois, il n'y a pas assez de matériel d'apprentissage. Cependant, avec les TICE, on a la capacité d'apprendre les mathématiques, les physiques, le français, en tout cas les langues, à travers, si un enfant a une tablette numérique ou un téléphone smartphone avec une connexion Internet, il peut facilement tracer une fonction. Il y a des applications iOS aujourd'hui où vous entrez la fonction, elle vous présente la dérivée première, dérivée seconde, et elle trace même une fois la fonction que vous recherchez. Donc, tu peux te corriger après avoir fait ton exercice, tu saisis ta fonction mathématique, elle te donne une correction. De l'autre côté, si tu as des difficultés en langue, comme moi, chaque fois, je faisais référence. J'ai parlé de mon cas où l'espagnol était la première langue. Je faisais référence à Google Translate pour, donc, si un élève... Mais comme vous êtes en train de dire, c'est vrai, la distraction peut causer préjudice avec l'introduction des TIC à l'école en permettant que les outils, les terminaux mobiles
soit introduits à l'école peuvent occasionner la distraction. Cependant, s'il est le mauvais côté de la chose, j'aimerais bien qu'on pense à la bonne côté plutôt positif. Et comme vous avez mentionné, et qu'on essaye d'endiguer, de créer des sortes de garde-fous pour que cet outil, pour qu'on permette que dans les salles de classe, ces outils, puisque à l'école, il n'y a pas possibilité déjà de rendre disponible. Comme on a vu, c'est fortement limité les postes de travail. Mais il faudrait donc permettre aux apprenants d'avoir des terminaux qui pourraient se substituer aux postes de travail manquants. Voilà, ça c'est ce que je peux dire. Je ne sais pas si c'est... Il y a Blanche aussi qui a une question. Je ne sais pas si votre réponse satisfait la collègue. Est-ce que ça va ou bien on peut passer la parole à Blanche? Ça va, merci. D'accord. On va revenir dessus tout à l'heure. On laisse la parole à Blanche et puis peut-être qu'Anna pourra compléter ou Madame Léon. Blanche, tu as la parole? Alors, Blanche, on ne t'entend pas. Je ne sais pas si tu as activé ton micro. Oui, tu l'as activé. Tu peux y aller? Alors, en attendant que Blanche parle, je vais peut-être donner aussi un complément de réponse par rapport à ce que disait Laurent. C'est-à-dire, si on commence à s'inquiéter de l'utilisation que feront les enfants des appareils en classe, cette inquiétude-là peut s'étendre même au niveau des adultes. Vous savez que pendant la période de la COVID l'année dernière, on est passé au télétravail. Et si on a pu accepter, c'est vrai que là c'est des adultes, mais c'est pareil, c'est-à-dire si on veut travailler, on se concentre, on se met sur sa machine et puis on y va. Certes, on va pouvoir faire autre chose, mais on sait quand même qu'on a telle tâche ou bien telle activité à mener. Donc, je pense qu'il faut plutôt voir les aspects positifs de l'introduction de ces outils-là en classe. Et puis, bien évidemment, même dans le cadre, par exemple, du télétravail, il y a aujourd'hui des petits moyens de contrôle qui ne sont peut-être pas totalement à 100%, mais au moins, on sait que, bon, là, la personne est peut-être en ligne, bien n'est plus en ligne, ainsi de suite. Il y a même parfois, on demande d'allumer la caméra. Voilà, donc, il y a des stratégies qu'en tant qu'enseignant ou même que le système éducatif propose, quoi. Vaut mieux qu'on essaie de positiver, sinon, effectivement, on ne va pas utiliser les technologies, quoi. Je ne sais pas si je complète un peu, Laurent. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, exactement, exactement. C'est pas parce que on sait les enfants, quand personnellement, à la fin de chaque journée, j'évalue la durée que j'ai passée sur WhatsApp. Je vois que j'ai passé un temps fou, ça me distrait, mais je fais toujours quand même la part de choses. Maintenant, on peut dire que les adolescents, peuvent, mais je dis que de penser qu'on va continuer à empêcher d'avoir les terminaux mobiles qui offrent et qui aident à l'apprentissage dans les établissements, qu'on trouve plutôt les moyens pour des garde-fous pour pouvoir sécuriser qu'il n'y ait pas de distraction, mais qu'ils utilisent ça à des fins d'apprentissage. Blanche, est-ce que tu es là maintenant? Blanche, tu nous entends? Je peux donner un complément de réponse. Allez-y. Je vais compléter, Laurent. Est-ce que je pense par rapport au téléphone, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe partout, cette interdiction des téléphones. Et on est tous d'accord que c'est des terminaux vraiment très intéressants pour pallier beaucoup de fois le manque de dispositifs. Ce que je pense, c'est qu'il faudrait vraiment éduquer à l'utilisation dans les différents domaines. Il faut une éducation dans cette compétence et une éducation à l'utilisation dans chaque domaine. Donc ça s'apprend aussi. De la même manière qu'on apprend à être dans une salle de ressources, si tu as ton ordinateur, on apprend à l'utiliser
à des fins éducatives. Donc, il faut aussi que cette partie de l'enseignement, on essaye pas d'obliger ou de dire c'est comme ça, vous utilisez un téléphone ou vous ne l'utilisez pas, mais de partir de la base qu'il faut aussi apprendre à l'utiliser aux fins qu'il faut et dans les différents domaines. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord ou pas. C'est-à-dire un apprentissage et un enseignement de comment et où utiliser le téléphone. D'un point de vue pratique, il est là. Il est très utile. Apprenons et enseignons à bien l'utiliser dans les domaines qu'il faut. Je ne sais pas. Non, c'est bien pensé parce que même nous, on devrait être enseignés. Nous, les adultes, même nous devons être... Si je parle là, nous devons être appelés on doit nous enseigner à utiliser les outils. Sinon, on va gaspiller beaucoup de notre temps. Et c'est la même chose aussi à l'école. On dit, OK, d'accord, voici la période. On fait des sortes de barrières ou bien on place des garde-fous pour que les élèves ne les utilisent pas à d'autres choses que pour leurs travaux d'apprentissage. C'est son écran. Voilà. C'est l'écran de celui-là. Il y a Madame Ayant qui voulait compléter. Vous pouvez y aller. Oui, je ne pense bien. En fait, dire la même chose, pas dire la même chose, mais parler d'objectifs. Objectif d'enseignement et objectif d'apprentissage. Parce que si les apprenants n'ont aucune idée, n'ont pas d'orientation par rapport à l'utilisation de l'outil, ils vont forcément aller dans tous les sens. Mais si on donne du sens justement à l'activité, à l'utilisation des téléphones, surtout dans nos zones où la connexion sur réseau à grande échelle n'est pas disponible, dans les universités, dans les grandes écoles, les étudiants doivent savoir que le téléphone est là à des fins d'apprentissage. Maintenant, je vais revenir un peu en arrière. Aujourd'hui, l'on a interdit plus ou moins l'utilisation des téléphones. Mais il y a quelques années, lorsque l'informatique a été introduite dans certains établissements, les élèves savaient très bien ce qu'ils faisaient en cours d'informatique. Ils savaient ce qu'ils découvraient. Pour les enseignants de langue ou bien pour les cours de langue, ils savent bien que dans un pays exolingue, un pays où la langue n'est pas parlée, ils ont besoin de suivre des vidéos avec des voix authentiques. Ils ont besoin de suivre des activités qui rappellent la vie dans le pays où la langue est parlée. Donc, lorsqu'ils ont les téléphones ou même les ordinateurs ou les tablettes, ils ne vont pas d'abord aller sur les sites non utiles pendant l'activité. Ils vont chercher. Donc, c'est l'enseignant qui doit, lors du contrat pédagogique, définir quels sont les objectifs qu'on veut atteindre, définir quelles sont les compétences qu'on va développer pendant l'activité. Si les élèves savent quelle est l'orientation, si l'outil en classe a du sens pour eux, ils ne vont pas aller dans tous les sens. Le problème aujourd'hui, c'est que on n'oriente pas, comme parlait Anna tout à l'heure, elle parlait d'éducation à l'utilisation de ces outils. Donc, dans le contrat didactique ou le contrat pédagogique, les élèves doivent savoir pourquoi on amène le téléphone en classe, pourquoi on l'utilise et à quelle fin. À partir de ce moment, les choses vont être plus faciles à mener. Même si
on ne pourra pas canaliser tout le monde, mais au moins, on aura une classe plus efficiente, plus efficiente, parce que la majorité essaiera de suivre. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Blanche, est-ce que tu es encore avec nous? Tu avais une interrogation? Oui, je suis là. D'accord. Là, vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Oui. D'accord. Vous avez abordé déjà le premier pan de mon intervention, donc je vais passer à autre chose. Au niveau de l'utilisation des TIC à l'école, dans l'éducation, au niveau des propositions, des recommandations, vous avez rencontré certaines limites et tout le reste, mais vous n'avez pas évoqué le fait de l'insuffisance des formateurs, des spécialistes en formation d'éthique. Parce que, à mon avis, je pense que si on n'a pas suffisamment d'enseignants qui s'y connaissent dans la formation d'éthique, ça représente également un handicap au niveau de l'utilisation d'éthique. Même si les enseignants peuvent le faire, les enseignants, chacun dans sa matière, je pense que tous les enseignants ne sont pas outillés pour pouvoir enseigner à travers l'éthique. Il faudrait peut-être relever le fait que les enseignants aussi ont besoin d'un renforcement de capacité pour que cette introduction des nouvelles technologies de l'information dans l'éducation puisse être vraiment objective. Donc, c'est une proposition que je voulais faire, qu'au niveau des recommandations, que l'on regarde aussi cet aspect de la formation des enseignants spécialistes dans ce domaine-là et du renforcement des capacités au niveau des enseignants, des autres enseignants qui ne sont pas nécessairement outillés dans ce sens-là. Merci, c'était ma modeste contribution. Ta grande contribution, nous te remercions. Oui, Laurent, tu veux compléter? OK. Vraiment, Blanche, je remercie. C'est quelque chose qui n'apparaît pas dans la présentation. Vous avez été très, très vigilant. Mais dans le travail, dans la thèse, la formation des formateurs, c'est près de... On travaille sur la formation des formateurs sur 56 pages. On parle de la formation des formateurs sur 56 pages. Parce que, comme vous l'avez relevé, et dans le travail, on l'indique, si vous avez une salle pleine de machines, vous avez une belle salle informatique et consort, et que celui qui va passer la main aux apprenants n'a pas la maîtrise du sujet, ce sera vain. Si on a l'infrastructure et que du côté des, comment on les appelle, du côté des formateurs, ils ne sont pas compétents. Vous pouvez apercevoir ici, quand mon écran il est encore partagé, quand je parle des élèves enseignants. Les élèves enseignants qu'on a rencontrés, vous voyez la moyenne, regardez la moyenne. Ils reprochent de ne pas avoir des outils pratiques ou bien des stages pour pouvoir être compétents sur le plan pratique. On ne peut pas passer le temps à partir faire des théories aux apprenants et ne pas être capable de mettre une machine en réseau. On ne peut pas expliquer comment mettre une machine en réseau juste sur un tableau et ne pas être capable. Ces élèves enseignants que nous avons rencontrés sur environ 5 campus d'écoles normales reprochent à l'administration de ne pas mettre à leur disposition le matériel et surtout des stages pratiques en entreprise pour qu'ils aient de la compétence. C'est pour ça que dans notre calcul méthodique, on voit qu'une moyenne de 10 sur 20 pour la capacité pratique. Et c'est comme recommandation dans notre travail, nous avons attiré l'attention des décideurs sur ça, sur la formation des formateurs. Donc, merci, vous avez bien... Au niveau des recommandations de la fin, là, ça n'a pas paru, voilà. Mais dans le travail, il est existant. Et justement, Laurent, j'avais
tu avais parlé de la formation, beaucoup d'enseignants que tu avais rencontrés demandaient une formation améliorée. Et donc, est-ce que tu as détecté des analyses de besoins concrets? Est-ce qu'ils t'ont donné des pistes pour pouvoir faire une analyse de besoins concrète sur des points intéressants? Mais s'il y en a, voilà, ça veut dire que depuis, dans une capsule, justement, je défendais cette formation des formateurs. Vous l'avez bien gardé à l'esprit. C'est même l'un de mes combats. Voilà, c'est l'un de mes combats, puisque j'ai été un peu outré sur le terrain de voir que le formateur a toute la volonté, mais il n'a pas les compétences pour passer la main. Voilà. Et en tant qu'informaticien, je percevais rapidement les limites qu'un enseignant soit en train de faire un cours et je suis assis au fond de la salle, je perçois les manquements qu'il essaye de passer des limites dans le contenu de ses apprentissages. Et je ne peux pas surgir là pour dire, voilà, ça se fait comme ça, et qu'après, je pars vers lui et lui dis, frangin, si tu peux m'accorder 2 mois de stage pour m'apprendre ce, je serais content. Donc, personnellement, mon niveau, ce que j'ai fait, c'est que rien que pendant entre 2018 et 2020, j'ai travaillé avec environ 7 enseignants, 7 enseignants de TIC en fait, je dis bien 7 enseignants de TIC, que quand je percevais leur façon d'enseigner, je regardais le contenu pendant que je m'asseyais dans leur salle de classe pour faire l'observation participante. Après, on échangeait, je disais, bon, par rapport à tel, il dit, voilà, ce sont des limites pratiques. Est-ce qu'il y a, et je trouvais le moyen pour leur faire venir en entreprise, pour les montrer, ou bien de façon, en tout cas, j'ai trouvé le moyen ils sont 7, oui, ils sont 7 que j'ai. Maintenant, il faudrait penser à une structure qui va, peut-être, on va publier sur la toile, OK, si vous êtes, ou bien faire une sorte d'interfaçage entre ces enseignants qui réclament à partir en entreprise, voir comment l'informatique se pratique réellement avant d'aller commencer à enseigner, ou bien se recycler après un certain temps pour pouvoir voir, puisque l'informatique, il avance très vite. Peut-être il faudrait trouver un moyen pour former une organisation qui serait une interface entre ces personnes qui sollicitent toucher la pratique et les entreprises. C'est peut-être à l'issue de cette capsule, je vais penser. Ouais, voilà ce que je peux dire sur ce point-là. Est-ce que vous avez des questions?